Je vous laisse vous installer. Très bien, je propose de commencer pour garder le timing. Nos camarades ont été excellents sur ce point-là. Donc effectivement, sur cette session, on va aborder l'une des questions centrales en fait, de cette journée Bank Tech Day, à savoir effectivement comment aujourd'hui les acteurs bancaires utilisent les nouvelles technologies pour offrir une expérience client dans un écosystème de plus en plus concurrentiel. Les questions sous-jacentes sont les suivantes. Il s'agit évidemment de savoir comment aujourd'hui on peut exploiter le potentiel de la donnée, de l'intelligence artificielle. Au final, on sait très bien que l'automatisation en fait, n'est pas nouvelle dans le domaine de l'expérience client. On a eu les premiers chatbots qui ont vu le jour il y a à peu près une dizaine d'années. La téléphonie a pris plusieurs virages, notamment avec l'arrivée des serveurs vocaux interactifs dans les années 80. On a le traitement aujourd'hui automatique des mails, traitement partiel des mails et des courriers qui sont également effectifs dans les CRM. Mais aujourd'hui, voilà, on a une nouvelle vague qui semble arriver, notamment avec l'intelligence artificielle générative qui se distingue, comme vous le savez tous, par sa capacité à créer du contenu, des images, des sons, des vidéos, à partir de données. Et cette IA, justement, connaît effectivement une forte croissance au sein des entreprises. Et potentiellement, et ça va être l'idée encore une fois de cette table ronde, va continuer à transformer le modèle organisationnel effectivement de nos banques pour faire naître une expérience client toujours plus rapide, sécurisée, prédictive et satisfaisante. Alors pour discuter de tout ça, on a, je pense, des gens très très pertinents qui vont nous faire part de leur expérience. Dominique, je te propose de présenter rapidement, de présenter ce que fait Moody's Analytics. Oui, merci. Donc Dominique Gribaud-Carroz. Je suis directrice de l'expérience client de Moody's. Donc la partie qui est tout sauf l'agence de notation. Donc il fait plus de la moitié de Moody's. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est des centaines de milliers d'utilisateurs. On sert à peu près 15 000 clients dans plus d'une centaine de pays. Voilà, donc moi j'ai 17 ans chez Moody's, dont 9 en Asie-Pacifique, à Hong Kong et en Inde. Je suis aussi dans l'advisory board d'une start-up américaine qui s'appelle AI 2030, qui promeut l'usage responsable de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est important de le dire, on fait bien les choses en améliorant l'expérience client. On les fait de manière responsable. Voilà, et puis je suis passionnée d'innovation, je suis co-leader de notre département innovation. Et voilà, et donc je suis ravie de parler de ce sujet aujourd'hui. Merci à toi Dominique, merci pour ta présence. Emmanuel ? Oui, bonjour. Donc Emmanuel Simonet. Moi, je suis patron pour la France et les marchés francophones de TP Infinity. Alors, c'est une nouvelle marque, je pense que vous ne connaissez pas. Par contre, le groupe, c'est le groupe Téléperformance et également Majorel. Donc là, c'est plus connu. Donc, nous sommes les leaders de l'expérience client externalisée. 500 000 personnes dans le monde, plus d'une centaine de pays. Et en fait, TP Infinity est la filiale en fait de Data Analytics, de conseil, de technologie et de marketing digital du groupe. Il y a à peu près 4000 personnes qui travaillent sur une vingtaine de pays. Et donc, effectivement, il y a énormément de cas d'usage que l'on travaille autour de l'expérience client, de la relation client, autour de l'IA. L'IA au sens très très large, comme tu le rappelais Cyril, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a plusieurs types d'IA, et c'est pas, il y a un buzz en ce moment sur un type d'IA, mais il y en a énormément. Et ça fait en gros plus de 30 ans voilà, qu'on utilise de l'IA. Donc on n'a pas découvert l'IA en novembre 2022. Voilà. Merci Emmanuel. Enfin Cédric, mon ami. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui, Cédric, donc je suis le CEO et le cofondateur de SmartPush. C'est une fintech que j'ai cofondée en mars 2018, qui est spécialisée dans le raffinage de la donnée financière au sens large. On se positionne même aujourd'hui comme une open data company, puisqu'on peut aller se connecter à votre compte des impôts, à l'URSSAF, à France Travail si nécessaire, pour construire des expériences, et c'est notre job chez SmartPush, des expériences de paiement et de crédit qui soient sans friction, dopées à la smart data, donc cette donnée raffinée et à l'IA.
Merci Cédric. Donc vous l'avez compris que sur cette table ronde, on va essayer d'être concret et de prendre des cas d'usage précis pour illustrer un petit peu tout ça. Cédric, tu as gardé la parole. Aujourd'hui, effectivement, Smart Push est spécialisé sur les données bancaires. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous définir comment tu vois un peu cette connexion, cette relation aujourd'hui entre l'IA, la data qui reste toujours au cœur en fait, de ces sujets-là aujourd'hui de l'expérience client et justement cette expérience client qui se développe autour des cas d'usage que tu présentes. Bien sûr, je pense même un sujet sur lequel on peut rebondir tous les trois, mais je crois qu'il faut dérouler les slides. Alors, est-ce qu'on a le pavé? On a une petite télécommande à la régie en théorie. Oui, normalement. C'est les joies, les joies du direct. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais laisser Dominique et Emmanuel rebondir là-dessus. Bien sûr. Je crois qu'on est unanime sur le fait que l'IA, c'est pas nouveau, ça a 30 ans, de l'applicatif basique au machine learning qui apprend à l'IA générative désormais qui crée. Tout ça, ça a toujours besoin d'une seule et unique chose, la donnée. Moi, je suis intimement convaincu. Aujourd'hui, on arrive dans une ère de maturité. Et quand on entend FIDA, DSP3, on est déjà dans cette ère-là. C'est que si demain, on veut développer des services qui soient pertinents, qui permettent de prendre des bonnes décisions, qui soient sans friction et qui permettent de générer un NPS qui soit ultra positif, il faut que la qualité de la donnée, du coup, en entrée, soit irréprochable. Parce que, je prends l'exemple très basique, vous vous rappelez de ChatGPT dans sa V1, quand la base de données était limitée à 2021, quand vous lui posez des questions sur post-2021, il était obligé d'halluciner, il ne va pas mentir, mais en tout cas, il était obligé d'inventer. Et en gros, demain, si on donne à un bot une mauvaise information, si la qualité en entrée n'est pas de qualité, le conseil va tomber à côté. Donc moi, je suis persuadé que l'IA, c'est de la data, il faut travailler sa qualité si jamais on veut satisfaire les clients. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est clair. Enfin, sur ces sujets-là, le point, c'est, tu as raison de le préciser, la data est clé. Il y a d'autres piliers qui sont clés quand on veut diriger avec de la data et de l'IA, parce que c'est quand même bien ce qu'on veut faire. Donc c'est la donnée, c'est l'infrastructure IT aussi, hein, sur comment est-ce qu'on a cette donnée en base. La data, c'est la qualité de la donnée, c'est la gouvernance de la donnée, donc c'est tous ces sujets-là. Le troisième pilier, c'est les algos, d'accord, et le quatrième pilier, c'est le métier. Et donc, c'est super important de partir des cas d'usage métiers pour ensuite aligner toute l'entreprise hein, et voir ce qu'on peut faire pour diriger avec cette data et cette UA. Mais tu as raison, effectivement, la data, ça fait partie d'un des 4 piliers forts sur ces sujets-là, et on verra plein de cas d'usage dans la suite. Simplement, moi, ce que j'ajouterais, c'est que pour moi, la grande révolution de la générative AI, c'est que maintenant, on arrive à traiter de la data qui est notre langage humain. Ouais. Donc, un exemple concret qu'on a fait depuis nous, le milieu de l'année dernière, mes équipes. Bon, évidemment, hein, directrice de l'expérience client, je fais des enquêtes. Hein. Vaut mieux. Bon, bah voilà. Avant, on les analysait avec du machine learning. Donc, conclusion, quand j'ai, je sais pas, 5000 commentaires clients complètement free text dans mon enquête, le machine learning arrivait à 70%, en gros, à les classer correctement. Et après, j'avais des personnes dans mon équipe qui les classaient correctement. Avec l'intelligence générative, on fait ça en 3 heures. Voilà. Et moi, ça me permet... Et à 100% du coup ? Oui, c'est 99%. C'est-à-dire que c'est aussi bien quand c'est nous qui le faisons. Ouais. Hein. Et bon, qu'est-ce que ça me permet de faire ? Moi, j'ai des centaines de milliers d'utilisateurs qui me disent tout le temps des commentaires sur des solutions. Donc, c'est quand même super intéressant d'avoir des stats. Voilà, moi, je suis ingénieur en statistique à la base. J'ai des stats tout le temps qui me disent est-ce que le problème, c'est la vitesse de la solution ? Est-ce que le problème, c'est que la data, elle n'est pas assez précise ? Ou alors, peut-être que c'est un problème de coverage ? Ou alors, c'est un problème, en fait, de service ? Et moi, maintenant, j'ai ces stats par solution pour toutes mes solutions. Et je peux aller voir mes patrons de OU en leur disant ton action plan, c'est là où ça fait mal. Et c'est très data-driven et c'est sur le feedback de milliers et de milliers d'utilisateurs qu'on analyse maintenant quasiment en temps réel. Donc, en termes de boucle de feedback,
Bon, il faut quand même faire le travail après. Hein. Si on ne fait pas d'action plan, il ne se passe rien, donc on n'a rien gagné. Mais enfin, si on a quand même gagné une centaine d'heures à analyser l'enquête. Mais à l'échelle de l'organisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser plus vite. Puis accessoirement aussi en termes d'utilisateurs, personne maintenant ne veut répondre à des enquêtes très longues. Enfin, je ne sais pas, si vous y arrivez, dites-moi. Moi, mes clients, ils sont OK pour me donner du feedback s'ils le font en 2 minutes. Et donc, il faut avoir des trucs très, très rapides où OK, je te donne deux, trois petits trucs, ce que j'ai dans la tête maintenant. Ça peut être très riche, justement, si on arrive à l'analyser, quand ce n'est pas structuré. Si on cherche à faire de l'enquête comme on en faisait il y a 10 ans, avec les questions, et ça dure 10 minutes pour remplir, je suis désolée, il n'y a plus personne qui répond à ce genre de truc. Donc ça c'est de l'agilité. On peut le faire toujours aujourd'hui. Ce n'est pas forcément toujours dans les bécanes des providers pardon pour le franglais, les fournisseurs d'enquête. Ils n'ont pas encore tout bien réglé, mais c'est une question de semaines. Mais au pire, si vous avez déjà votre accès à votre LLM chez vous, éventuellement, il y a 3 lignes de Python à faire. Mais je veux dire, ce n'est pas en envoyant tout le feedback client dans un fichier que ça va cracher les stats. Il faut quand même un petit peu raffiner le process. Mais bon, c'est tout à fait faisable avec la technologie d'aujourd'hui. Hein. Cédric, dans la continuité effectivement de ce qu'on vient de dire, donc on comprend effectivement le rôle central, cardinal de la data. On parle même de vitalité pour la pertinence de service. Est-ce que tu as maintenant des exemples concrets, des KPI que tu développes au sein de SmartPush justement sur ces sujets-là? Comment aujourd'hui ça se concrétise, ça se matérialise aujourd'hui dans ton offre de service, dans ta proposition de valeur ajoutée? Oui, on en a plusieurs, puisqu'on travaille sur des sujets où la donnée est centrale, bien sûr, mais ça peut aller de la qualité du relevé de compte à une expérience de crédit plus rapide, la vérification d'identité, du profiling, du calcul de solvabilité. Donc, c'est hyper large. Je crois qu'il faut changer la slide aussi. Est-ce qu'on peut changer les slides aussi? Merci. Sinon, je veux bien prendre la télécommande. Ouais, très bien. En fait, on a organisé, c'est une plaisanterie qu'on va faire pendant tout le long. C'est le running gag. C'est ça, elle est où, Elisabeth? Oui, donc du coup, avant d'entrer peut-être dans les cas d'usage qu'on va vous montrer aujourd'hui, parce qu'en ce moment, on vous bassine d'IA et ça va durer encore 5 ou 10 ans, on a essayé cette fois-ci d'être un peu concret aussi bien chez SmartPush que TP Infinity, que chez Moody's. Ce dont on est sûr, et c'est afin de poser la vision, au moins ce que vous avez sur l'écran, c'est que nous, on part toujours d'une donnée brute. On va transformer cette donnée en quelque chose d'exploitable, à haute valeur ajoutée, qu'on appelle la smart data, qui ensuite va nourrir les IA que vous allez utiliser tous les jours. Elles peuvent être applicatives, apprenantes ou génératives. Mais je crois que notre objectif, à tous les trois, aujourd'hui, et après on rentrera, si tu le veux bien, Cyril, dans les cas d'usage, c'est de revenir en renfort de l'humain. On entend que l'IA va dépasser l'humain, c'est déjà fait. Aux échecs, on a perdu. Au Go, on a perdu. Voilà, ça s'est plié. On sait qu'elle va plus vite que nous. Néanmoins, on préfère tous discuter avec des humains. Sauf, j'ai vu l'étude d'avant, je crois que les jeunes préfèrent discuter avec des GenAI maintenant. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, l'idée, c'est pour nos 3 sociétés, je crois que c'est de devenir en support des humains, à la fois les collaborateurs de la banque. Si j'ai des dashboards précis, d'analytics précis, quand j'ai une entrée en relation, quelqu'un qui ouvre un compte, si j'ai la connexion et la vision sur tous les autres comptes bancaires quand il ouvre son compte, j'ai un profil précis, taux d'endettement, produit d'épargne, équipement en carte. Forcément, pour faire migrer une personne, c'est plus simple. Et c'est plus simple pour moi aussi en tant que collaborateur bancaire. Je fais mieux mon job, j'atteins mes objectifs et je touche mes primes. Côté client, c'est pareil. Si j'ai des services qui sont sans friction, où je suis reconnu par la banque et on me propose des offres personnalisées, pourquoi pas un taux de crédit qui soit vraiment en fonction de mon niveau de solvabilité, de mon projet de vie, de mon moment de vie, forcément je serai plus satisfait. Donc nous, on vient travailler tous les 3 ici sur de l'expérience client. Et si tu peux cliquer sur la slide d'après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà, nous, chez SmartPush, le cas d'usage sur lequel on travaille en ce moment et qui est un des alinéas de la DSP3, c'est le relevé de compte. Tout à l'heure, dans la session juste avant, il y avait quelqu'un qui disait on ne comprend toujours pas nos libellés bancaires. C'est vrai. Même si les agrégateurs ont été là pour faire bouger les lignes, ils ont catégorisé un peu correctement les sujets. Il reste encore plein de libellés à catégoriser. Et la question qu'on se pose, nous, c'est SmartPush, et que les banques devraient se poser, c'est à l'heure de l'expérience client qui doit être sans friction, de la lutte contre la fraude qui doit être améliorée, et de la baisse des dépenses, auxquelles de toute façon vont devoir faire face les banques. Est-ce que ce relevé de compte est-ce qu'il a encore du sens? Pourquoi? Parce que quand je vois ce relevé de compte sur mon appli, si je vois SARL Toto que je ne comprends pas,
bah, soit je me dis que je me suis fait rater ma carte, soit je vais appeler le back-office. Ça va générer un appel qui est un coût pour la banque, qui est une anxiété pour l'utilisateur. Tout le monde est perdant. Donc, si tu peux cliquer sur l'image, on va vous montrer ce qu'on développe chez SmartPush en ce moment. Effectivement, 52% des Français qui ne comprennent pas leur relevé de compte. Et chez les jeunes, c'est 75%. 3% du temps des conseillers qui est destiné à rassurer les clients. Et un appel moyen, ça coûte 5 € à la banque, sur des centaines d'appels par mois. Donc, vous découvrez ici Banky, le premier smartbot qui est dopé à la smart data. Vous avez un relevé de compte d'une grande banque ici, plus ou moins bien catégorisé, mais qui nécessite d'être clarifié pour être rassurant et conforme, surtout la DSP3 qui arrive. Donc là, quand vous cliquez sur un libellé, vous avez Banky qui se lance. Vous pouvez interagir avec lui. Donc là, l'utilisatrice lui dit « Je ne comprends pas ma transaction carte Werfeli du 4 avril ». Et là, le chatbot lui dit bah voilà, c'est ce marchand-là qui est implanté à tel endroit, ses horaires d'ouverture, c'est ça, sa map, c'est ça. Il a transformé le Werfeli, je crois, en un Vival. C'est un magasin Vival au final. Ça, vous le connaissez, alors que Werfeli, vous ne le connaissiez pas. Donc c'est nettement plus rassurant. Donc là, globalement, ça discute. Elle dit oui, c'est bien, c'est très clair pour moi, je vous remercie. Et le chatbot lui répond bah, avec plaisir. On a un deuxième cas qui là fait l'objet de la fraude. Si vous cliquez sur un deuxième libellé que vous n'avez toujours pas compris, vous conversez toujours avec l'IA générative, le smartbot qu'on a développé. Et là, on vous dit que Xavlite, je crois, c'est un site e-commerce dont le logo est un tel et qui fait tel type de produit. Et on vous demande si c'est bien vous. Et là, l'utilisatrice nous dit ah non, pas du tout. Je ne comprends pas, je ne connais pas ce site. C'est pas moi qui ai fait la transaction. Et là, le chatbot lui propose de mettre sa carte en opposition quasiment instantanément en cliquant sur un lien. On récupère le consentement et la procédure côté BPO peut s'installer. Banky en KPI, c'est 15% d'appels en moins au centre d'appel, c'est 5% de répudiation sur la fraude au paiement e-commerce. Et c'est 1 à 2 millions d'euros d'économies par an pour la banque. Donc on voit bien qu'avec une qualité de données de qualité, avec une IA générative qui permet de désengorger le centre d'appel, l'utilisateur est rassuré, on peut mettre en opposition plus rapidement, tout le monde y gagne sur toute la ligne. Voilà ce que je voulais dire. Et je vais peut-être laisser la main à Dominique. Merci Cédric. Cyril, en tout cas. Dominique, tu nous as déjà donné effectivement quelques éléments de contexte chez Moody's Analytics. Je te laisse la main. Oui, avec plaisir. Donc, quand on a préparé ce panel, on s'est dit on va quand même commencer par les choses qu'on fait déjà, parce que si c'est que pour parler du buzz, c'est bien. Et donc, je voulais parler aussi d'un autre exemple super concret. Je pense qu'il s'applique à tous ceux qui ont des effectifs qui font face aux clients. Donc, nous, on est dans un contexte de B2B. Un truc super basique aujourd'hui, c'est quand vous faites une réunion client. Bon, nous, on est dans un contexte de B2B. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut améliorer déjà. Technologie tout à fait prête aujourd'hui pour faire ça. C'est mieux préparer, mieux effectuer une réunion client. Attends, Dame, je te coupe parce que Attends, régie. il n'y a pas la en fait, slide. j'en ai pas Si besoin. Mais bon, si on l'a, c'est mieux. C'est pour les C'est mieux. utilisateurs. Donc voilà. Merci. Alors, très rapidement, déjà, vous invitez votre client à une réunion. Aujourd'hui, avec la GenAI, vous pouvez le faire de manière plus personnalisée. Nous, on s'est fait une librairie, enfin une bibliothèque de prompts qui marche avec des personas, si bien que quand toutes les personnes qui font du Customer Success, Customer Experience, enfin, on a toute une soupe de rôles là-dedans, ils peuvent déjà inviter leurs clients de manière plus rapide et très personnalisée. Bon. Ils peuvent préparer leur réunion beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dédié à un gros client et que vous vous occupez que de celui-là, en général, vous êtes assez bon pour savoir tout ce qui se passe sur votre client, etc. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on a différents niveaux, évidemment, de comptes stratégiques. Et il y en a où la personne qui va s'occuper de ce client elle va avoir un portefeuille, on va dire, par exemple, de 15 clients assez complexes. Ça peut être des banques, on sert des assurances, etc. Donc, dans ces cas-là, il se passe plein de choses chez votre client et c'était un client qu'on peut avoir plusieurs personnes chez nous qui vont les rencontrer en permanence. Conclusion, vous n'êtes jamais au courant de tout ce qui se passe. Donc, préparez vos réunions, ne serait-ce qu'en faisant une analyse de sentiment des comptes rendus des réunions des 90 jours précédents, de tout le monde qui a rencontré ce client. Et encore, quand on dit client, c'est des milliers de personnes chez le client. Donc, on peut en avoir rencontré plusieurs. Vous allez être... nous, on a fait des petits dashboards. Maintenant, on a résumé automatique des 90 jours précédents avec des analyses de sentiments.
qu'est-ce qui se passe chez ce client collectivement, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, quels sont les cailloux dans les chaussures avec nos solutions. Comme ça, on arrive à la réunion en ayant un peu réfléchi, de manière, je dirais, empathique, mais à l'échelle. Parce qu'on est dans un business de B2B, donc c'est pas facile, c'est pas une seule personne. Donc ça, c'est bon. Et puis alors, l'autre truc hyper facile, enregistrer la réunion, puisque maintenant, les réunions, elles sont quand même toutes sur virtuelles, pratiquement. Et avoir le compte-rendu qui se fait automatique. Et vous n'avez pas grand-chose à modifier. Et on a même aussi, on peut lui demander d'aller dans le format qu'on a mis sur Salesforce pour que voilà, les next steps, elles soient toujours là, etc. Bon, bah ça, nous, notre estimation, c'est que c'est en moyenne 1 heure par réunion. Donc sur quelqu'un chez nous qui fait 150 réunions par an, bon, c'est 10% de son temps. Alors, on a les avocats du diable en interne, on les a aussi, vous avez déjà pensé, oui, mais aujourd'hui, en fait, ils ne font pas toujours très bien ça, votre équipe. Il y a toujours celui qui ne fait pas son compte-rendu ou qui ne lit pas le truc. Alors ça, moi, je pense que l'avantage est encore mieux, parce que s'ils ne faisaient pas très bien leur préparation de réunion, bah, la valeur pour le client, elle est encore plus forte. On va avoir quelqu'un qui va arriver en réunion mieux préparé ou qui ne va pas oublier un des points sur le follow-up. Bon, alors, on en reparlera un petit peu quand on va aller dans le futur, mais ce qui est un peu plus difficile, c'est de... Nous, on l'a identifié ça, on a déjà fait le partage des bonnes pratiques en interne, mais après, il faut que tout le monde le fasse. Est-ce que tout le monde chez moi enregistre ses réunions ? Non. Et moi, je pense que ça va faire comme le Covid. Hein. Je ne sais pas si vous, mais avant le Covid, moi, je faisais mes réunions avec ma pieuvre et au téléphone. Et maintenant, on ne se pose plus la question, on a tous la vidéo. Et le jour éventuellement où il est 5 heures du matin, on est à l'hôtel, bon, on ne la met pas et personne ne dit rien et il n'y a rien à voir. Je pense que demain, et c'est de l'ordre de quelques mois, on va tous enregistrer nos réunions, d'accord, et on aura tous les comptes rendus automatiques. Et pour la relation client, ce sera très bien. Et éventuellement, le jour où on voudra faire un brainstorming un peu plus relâché, un peu plus, parce que c'est un peu sensible, etc., et ben, de la même manière qu'on coupe la vidéo sur notre Zoom, on dira, bon, attends là, on peut brainstormer librement, est-ce qu'on peut couper la vidéo 5 minutes voilà. Et ça va faire partie des mœurs. Et bien ça, en termes d'interaction client, ça va être bien meilleur. Alors, très clair. Donc effectivement, on a vu des cas d'usage autour des données bancaires. Là, tu viens de nous présenter effectivement ce que tu faisais autour de l'expérience client et également les collaborateurs. Emmanuel, du coup, je pense que tu es un acteur qui est bien placé, effectivement, parce que tu accompagnes un certain nombre d'acteurs bancaires sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous faire part et mettre en exergue des cas d'usage autour, effectivement, aujourd'hui, de l'IA au service du conseiller ? Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on disait en introduction, il y a plein d'IA en fait. Donc il y a de l'IA du coup supervisée, il y a de l'IA analytics, il y a de l'IA, il y a du NLP, il y a de l'IA générative, etc. Et donc comme tu l'as rappelé Dominique, il y a des cas d'usage qui sont spécifiques à de l'IA générative, mais de l'IA de manière générale, on s'en sert depuis plus de 30 ans. Faut savoir que l'IA générative, elle est bonne sur un certain nombre de cas, mais GPT n'est pas, entre guillemets, intelligent. GPT a été créé pour trouver le mot qui manque ou pour trouver le mot d'après. Donc, il est bon dans les résumés, il est bon dans la catégorisation des verbatims, voilà, mais il n'est pas bon sur un certain nombre de choses. Moi, par exemple, faites l'exercice, demandez à ChatGPT de vous construire une charade. Il n'y arrivera pas, alors qu'un enfant de 5 ans est capable de le faire. Vraiment. Donc, GPT n'a pas été conçu pour être intelligent. D'accord ? Donc, il y a d'autres IA, mais par contre, il répond à des super besoins. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il paraît intelligent. Mais en fait, voilà, le langage GPT a été conçu pour donner l'illusion. Voilà. Ça, c'est fondamental pour que tout le monde l'ait en tête. On donne l'illusion. D'accord ? D'ailleurs, quand vous n'êtes pas expert et quand vous faites un prompt sur GPT, vous avez l'impression que la réponse est pertinente. Quand vous êtes expert, il y a plein de trucs qui manquent. Okay, donc, il faut vraiment garder ça en tête. Donc, il y a un usage, mais c'est vraiment limité. Okay. En revanche, il y a plein d'IA. Il y a de l'IA prédictive. On peut prédire les comportements, on peut faire des personas, on peut faire de la segmentation. Ça existe depuis 30 ans. Il y a du RPA. Et donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est l'utilisation de toutes ces possibilités offertes par l'intelligence artificielle, et encore, donc, guillemets sur le mot intelligent, qui va permettre d'assister le conseiller. Et effectivement, nous, la manière dont on voit les choses,
c'est d'être de plus en plus dans un copilote. D'ailleurs, le mot trouvé par Microsoft est vachement bien. C'est vraiment un copilote. Donc typiquement, tout au long des conversations, ça peut être de la voix, du texte, etc., on va utiliser de l'IA pour globalement améliorer la satisfaction client, réduire les erreurs et effectivement améliorer la productivité, mais dans le sens à donner du temps de cerveau disponible pour le conseiller pour qu'il soit beaucoup plus dans ce qu'on attend de l'humain. C'est-à-dire la vraie relation client, l'empathie, etc. Et qu'il est de moins en moins à aller chercher dans plein d'outils d'entreprise. Donc on va être de plus en plus dans du guidage finalement en temps réel. Et d'ailleurs cet aspect de temps réel, c'est quelque chose qui est clé dans les sujets du moment. Donc typiquement, durant un appel, on peut utiliser par exemple du speech analytics, donc speech to text, de l'analyse. Là aussi, les catégories qui sont développées en IA analytics et pas forcément en IA générative parce qu'on veut maîtriser ce qu'on analyse dans une conversation. D'accord ? Vous pouvez tout faire avec de l'IA générative, mais la plupart du temps, c'est biaisé. Donc, on va effectivement catégoriser les émotions, catégoriser ce qui est dit, les motifs d'appel, etc. Et donc, on va de plus en plus, en temps réel, faire des propositions aux conseillers en disant « Tiens, il a dit ça, tu peux lui proposer telle offre. » Ou bien, il se plaint de telle problématique, je vais cruncher la base de connaissances pour te proposer l'action la plus pertinente pour résoudre son problème. D'accord ? Donc on va vraiment guider l'agent. À la fin de l'appel, par exemple, on va pouvoir remplir automatiquement les systèmes de la banque ou enfin de l'acteur. D'accord ? On va pouvoir faire un résumé automatique de la conversation. Alors là, voilà, ça c'est un bon cas d'usage de l'IA générative. En tout cas, ça donne l'illusion que le résumé est bon, une fois de plus. Et tout ça, effectivement, pour gagner du temps. Et dans une conversation, par exemple, il y a plusieurs motifs d'appel. Alors que dans le CRM, quand un conseiller va choisir dans une liste déroulante, la plupart du temps, il n'y a qu'un champ possible. Et vous savez quel est le plus gros motif d'appel quand on regarde les CRM ? C'est autre. Autre. Aucun client n'appelle pour autre. Bon. Donc c'est là où effectivement c'est important d'analyser les mots du client pour analyser voire les motifs d'appel dans une conversation. D'accord ? Donc ça c'est clé. Et donc on va effectivement utiliser toutes ces technologies pour réduire les réappels, puisqu'on n'aura pas oublié tout ce qu'a demandé le client dans sa conversation. On va remplir les CRM, enfin, on va en tout cas faire une proposition au conseiller de remplir des CRM en fonction de tout ce qui s'est dit. Le conseiller a toujours la main, hein. D'accord ? Mais on est sûr, on réduit de 90% les erreurs parce qu'il y a moins d'oubli. D'accord ? Quand un conseiller dit on vous rappelle dans 48 heures, si le conseiller ne l'a pas logué dans son outil de prise de rendez-vous, la probabilité qu'il rappelle, elle est nulle. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ça en fait que va permettre l'IA. C'est vraiment de l'accompagnement du conseiller pour que finalement le conseiller puisse se concentrer sur la vraie relation humaine. Et d'ailleurs, c'est des caractéristiques qui évoluent dans les skills qu'on attend des conseillers. D'accord ? On attend moins qu'ils connaissent toutes les offres et tous les produits. C'est de plus en plus compliqué. Par contre, on attend qu'ils soient de plus en plus dans l'empathie, dans la relation client, dans savoir se servir de ces outils d'IA, de pouvoir les challenger, de dire à l'IA « non, tu as fait une bêtise ». Et donc, ce faisant, l'IA auto-apprenante peut éviter de refaire la même erreur la prochaine fois. Donc voilà, c'est ça les skills qui vont s'améliorer. On ne croit pas du tout au remplacement. De manière générale, moi je ne crois pas du tout au remplacement de l'humain par ces technos. Enfin, ça fait le buzz, hein, mais on peut en parler pendant des heures, mais vrai. Je pense qu'il n'y a aucun risque sur ça. Et alors le conseiller, non, par contre, il va faire des choses différentes, ça c'est sûr. Mais comme c'était vrai à l'arrivée du bot il y a 10 ans, hein, pas remplacer les conseillers. Au contraire, il y en a de plus en plus. Ouais, bien sûr, effectivement, pour capitaliser sur ce que tu viens de dire, du coup, on voit bien que déjà le mouvement est initié depuis plus de 3 décennies, hein, pratiquement, sur ces questions-là. C'est un peu la martingale aujourd'hui pour le système bancaire de toujours améliorer, fluidifier justement cette expérience client pour plusieurs raisons, et on l'a vu à travers vos différents échanges. Comment vous voyez justement évoluer ce sujet dans les prochaines années au sein de vos organisations respectives ? On a des cas d'usage qui sont bien identifiés. Quelle est pour vous la suite des choses, le sens de l'histoire ?
Alors, si ça reste pour moi, ça permettra de passer au slide suivant. Oui, c'est ça. Il y a un côté pratique. Bien joué. On parlera après. Pas besoin d'IA pour faire ça. Voilà. Donc, les différents points qu'on voit, on les a un peu rappelés. Il y a cette partie temps réel. Voilà. On est quand même dans des époques de l'immédiateté. On le voit bien, en plus on le voit bien depuis quelques jours. En plus, on est vraiment dans l'immédiateté, dans la réaction. Donc, effectivement, un des premiers points, c'est faire des recommandations hyper personnalisées, virgule en temps réel. C'est-à-dire que je connais les besoins de mes clients, je connais ses préférences, je sais ce qu'il est. Ça, c'est pas l'IA générative, hein, du coup. Là, pour le coup, c'est l'IA prédictive. Et donc, je le pousse en temps réel pour faire des recommandations. C'est vrai sur l'app, c'est vrai sur le site web. Le deuxième point, c'est comment orienter de manière encore plus personnalisée mes demandes vers un conseiller. Aujourd'hui, on oriente, ça s'appelle le smart routing, on oriente en fait les demandes du client vers le conseiller en fonction de plein de critères, notamment l'expertise du conseiller, etc. Demain, on pourra l'orienter de plus en plus peut-être vers le profil du conseiller. D'accord ? Par exemple, je crois qu'à la Maïf, ils font ça très bien. Quand on est motard, quand on appelle la Maïf, on tombe sur un conseiller qui est motard. Parce que qui mieux qu'un motard parle à un motard ? Pas mal ça. Et ça, c'est moi ce que j'appelle l'empreinte relationnelle. D'accord. Comment chaque marque peut se distinguer de l'une par rapport à son empreinte relationnelle. Et donc cette orientation des demandes vers le conseiller sur son profil, hein, c'est un peu le Tinder de la relation client, mais voilà, ça peut être effectivement la suite. Après, des expériences effectivement de plus en plus immersives. Bon, le métavers, ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant, mais on a espoir qu'on peut effectivement mettre le client dans un monde de plus en plus virtuel. Donc, en fait, faire du réel dans un monde virtuel. Ça, c'est effectivement des expériences qui peuvent avoir lieu dans quelques temps. Et puis, ce que j'ai écrit avec une coquille d'orthographe, c'est AI is the new UI. En fait, c'est justement l'aspect conversationnel va être de plus en plus important. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez quand vous voulez partir en voyage, de plus en plus, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de saisir « je veux aller en Italie pour faire un voyage équilibré entre gastronomie et sport ». Il y a plein de champs à saisir. Maintenant, vous allez converser, d'accord ? Vous allez raconter votre histoire. Je suis une famille, nous sommes 4, 2 enfants, 2 adultes. On veut faire un voyage en Italie, équilibré entre sport et gastronomie, d'une durée de 2 semaines. Peux-tu me donner la liste des hôtels, des hôtels, enfin des hébergements insolites, on va dire, des spots de sport, etc., etc. Donc de plus en plus, cet aspect de conversation, avec une voix aussi, enfin avec quelque chose qui va être de plus en plus adapté aux problématiques du client, va être important. Et donc toujours cet aspect en temps réel, avec ce qu'on voit apparaître aussi de plus en plus, c'est tout ce qui est traduction. Et c'est assez bluffant. Traduction en temps réel entre des personnes qui parlent des langues différentes. Donc voilà, c'est un peu ça que moi je vois dans les prochaines années, / mois, ça va très vite, dans ces aspects relations clients avec de l'IA. Dominique ? Honneur aux dames. Alors moi, je vais apporter 2 angles par rapport à ce qu'on s'est dit. Je suis d'accord avec tout. D'abord, moi, je suis très KPI-driven dans ma boîte. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais avoir mon bonus ? Et puis, qu'est-ce qui fait que la boîte va avoir aussi son bonus pool ? Très clair. Donc, j'ai une cible à l'année. Donc, par exemple, là, il faut que j'améliore ma NPS de plus, mon enquête loyauté de plus de 2 points. Sachant que j'ai fait 8 points l'année dernière, donc c'est pas si facile que ça. Mais j'ai aussi une cible long terme qui est par le PDG de Moody's. Donc moi, avec la GenAI, je vais chercher ça. Je vais chercher ça et je vais chercher, moi j'appelle ça le doublement de la valeur créée par les gens qui interagissent avec les clients. Donc je suis d'accord, on ne va pas les remplacer. En revanche, je pense qu'ils vont pouvoir traiter plus de clients quand même, avoir des portefeuilles plus gros et apporter plus de valeur parce qu'ils vont se concentrer sur le stratégique. Qu'est-ce qui est vraiment important pour mon client ? On va être bien meilleur à suivre, non pas que nos KPI à nous, mais les KPI de nos clients. Ça, je pense que ça va être fait de manière vraiment beaucoup plus customer-centrique. Et donc ça, c'est important. Donc, moi, je vais vers une loyauté qui va augmenter. Donc j'espère qu'on va tous améliorer notre expérience client, je dirais, d'une dizaine de points. Deuxièmement, quel timing on va avoir ?
Moi, j'ai parlé des exemples concrets aujourd'hui pour dire on n'est pas en train de parler que du buzz, quoi. On a parlé aussi du change management. Il faut que la donnée elle soit bonne. Ou par exemple, digitalement, nous, on a déjà mis la documentation des produits bancaires ou même la réglementation dans nos solutions de logiciels. Donc, l'utilisateur, il peut interagir. Mais est-ce que c'est tout parfait, tout ça? Donc, non. Donc, il faut qu'on travaille sur les données, c'est ce que tu as dit, etc. Donc, il y a du change management. Donc, je pense que pour avoir tous les bénéfices, ça va nous prendre 2-3 ans. Ce n'est pas tout cette année. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Je ne crois pas. Parce qu'il y a déjà tellement de choses qu'on peut faire, où on les voit, où ça va nous prendre 2-3 ans, et tout le monde bouge dans le marché. Je vais vous dire, moi, si nous, on ne bouge pas, nos concurrents, ils vont le faire. Et ça va quand même tellement changer l'expérience client. Enfin, nous, par exemple, notre Research Assistant sur Moody's.com, le data gathering d'un utilisateur sur nos clients pilotes, il est 80% plus rapide. Bon, si on attend pour le faire, laissez tomber. Vous perdez vos parts de marché super vite. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses, il va falloir le faire. C'est pas tout claquement de doigts, mais 2-3 ans, il faudra l'avoir à faire. Merci Dominique, c'est concret là pour le coup. Cédric, je pour conclue. conclure. Oui. Bon, super. On est dans les temps ou pas, ou c'est fini? Absolument, on est dans les temps. On est dans les temps. Notre vision, c'est le Smart Push, elle est forcément orientée banque, puisque ça s'appelle Bank Tech Day aujourd'hui. Non, je crois, ou j'espère, qu'on a réussi à vous démontrer que ce qui allait driver la réussite des champions de demain, c'était l'expérience client. L'expérience client dépend à la fois des humains, mais aussi des solutions d'IA, quelle que soit leur forme. Et que tout ça, c'est driver d'abord les humains et les IA par de la donnée. Donc travailler la donnée, ça pour moi, c'est peut-être le message que vous avez à retenir. On aura tous, de toute façon, notre courbe d'apprentissage sur les solutions d'IA. On va essayer, investir, se tromper jusqu'à arriver à maturité. Les banques aussi sont sujettes à ces paradigmes-là, à ce changement de paradigme. Et je crois qu'on vit une révolution digitale 2 ou 3.0. Finalement, quand Internet est arrivé, il y a quelques années maintenant, on a vu les applications bancaires arriver, on a vu les chatbots arriver, on a vu une modification de la relation client et du modèle organisationnel de la banque. On est en train de vivre la même chose en plus puissant et en plus rapide. Je suis d'accord avec toi, Dom. Là où on a mis peut-être 10 ans à s'approprier le digital, maintenant on a les open API, on a l'open data, on a les open AI, on peut le dire. Donc la banque, est-ce qu'elle a le choix d'y aller ou pas? Non. Est-ce qu'il faut maîtriser ces sujets? Oui, c'est certain. Est-ce que la donnée est au cœur? Oui. Et de toute façon, les IA et les humains auront toujours besoin de données de qualité pour prendre de bonnes décisions, qu'elles soient stratégiques, commerciales, marketing ou organisationnelles. Voilà, donc nous, Smart Push, on travaille sur ces sujets-là d'arrache-pied. Je crois qu'on est plutôt pionniers, comme vous l'avez vu dans le cas d'usage. Et j'espère que demain, vous aurez tous dans vos téléphones mobiles Banqi, le SmartBot qui vous rassure sur vos relevés de compte pour qu'ils soient clairs. Voilà. Assurément. Merci à vous pour ces insights très intéressants. On peut applaudir. Merci. Merci.